Alors, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans ce premier webinaire en français de l'Alliance canadienne des arthritiques sur webinaire sur l'expérience vécue, la navigation des options thérapeutiques pour l'arthrite. Je m'appelle Marie-Ève Veilleux. C'est moi qui va animer cette séance ce soir avec vous. Je voulais d'abord vous dire, vous avez peut-être reçu la petite notification là, que la séance est enregistrée. Elle sera aussi mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'Alliance. On va aussi préparer un petit document que vous allez pouvoir consulter plus tard. Puis, aucune information permettant d'identifier quelqu'un qui que ce soit dans une question ou un commentaire va être partagé en ligne, diffusé. Mais donc, soyez rassurés sur ça. Ensuite, on peut passer à la prochaine. Instant. Donc, on va commencer par une rapide reconnaissance territoriale. Euh, donc, Je pense, avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître justement le territoire sur lequel on se réunit, chacun et chacune, à partir de nos propres réalités. On vient de différentes régions du Québec ou du Canada. Donc, je vous invite à réfléchir au territoire sur lequel vous habitez, à son histoire et à la relation que vous entretenez ou souhaitez entretenir avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis, qui sont les gardiens et les gardiennes de ces terres depuis des millénaires. Pour ma part, je travaille à Tiohtià:ke, aussi connu sur le nom de Montréal. Donc, c'est un territoire qui a une importance profonde pour la nation Kanien'kehá:ka ou Mohawk. C'est un lieu d'échange, de rencontres et de passage depuis des temps immémoriaux. Donc, je veux souligner, exprimer ma gratitude envers les peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres et de ces eaux bien avant l'établissement des structures dans lesquelles je vis. Donc, je vous invite à prendre un petit instant pour y réfléchir. Je vais aussi peut-être, quand les panélistes vont se présenter, les inviter aussi s'ils le savent, à mentionner d'où ils proviennent, où ils habitent. Euh, Si on passe à la prochaine diapo, notre ordre du jour, on a une petite heure ensemble, vous et nous. Donc, on va faire une brève introduction. Puis ensuite, le modèle de ce webinaire va être plus une conversation ouverte avec des questions et des réponses. Lorsque vous êtes inscrit, vous avez pu soumettre des questions. On s'est inspiré de ces questions-là, mais n'hésitez pas non plus à en ajouter dans le clavardage. C'est vraiment très rapide, là, notre rencontre, mais le clavardage est ouvert. Donc, si vous voulez commenter entre vous, n'hésitez pas. Puis on va jeter un œil là-dessus aussi. Et donc, après 50 minutes de discussion, on va clore ce panel et on espère que ça sera très apprécié de votre part. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, je suis accompagnée par Laurie Proulx, qui est directrice générale de l'Alliance canadienne des arthritiques, qui s'occupe de la technique, Donc, qui avance mes diapos. Euh, donc, un instant, je vais prendre mes petites notes. Ben, personnellement, je peux commencer. Dans le fond, on va faire un petit tour de table où est-ce que chacun va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Marie-Ève, je suis une femme handicapée, blanche, j'ai les cheveux bruns, je porte des lunettes. J'utilise un fauteuil roulant pour me déplacer. Donc, mon propre parcours avec l'arthrite, j'ai souvent dû naviguer entre les différentes options thérapeutiques, parfois avec assurance, mais plus souvent avec beaucoup de questions, d'hésitation puis de frustration.
Donc, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je vis avec l'arthrite juvénile. Et depuis quelques années, disons que je suis particulièrement heureuse de pouvoir compter sur ma physio, ma masso, mon acupunctrice, qui s'occupe de mon corps, mais aussi de mon bien-être global, et en qui j'ai énormément de confiance. Donc, on va faire un tour d'écran avec les panélistes. Je vais les inviter à faire une petite description visuelle comme mode d'accessibilité, euh, et aussi répondre à cette question, cette première question. Pouvez-vous vous présenter, nous dire brièvement votre implication dans l'arthrite et votre première expérience avec le diagnostic ou le traitement de l'arthrite. Donc, on va commencer euh, par Kelly Maude. J'y vais par l'ordre de la fiche. Donc, Kelly Maude, vas-y. Merci Marie-Ève. Dans le fond, bonjour, moi c'est Kélimon Amaral. Dans le fond, je suis une jeune femme blanche avec des cheveux frisés. Puis moi, je viens également là, de Montréal. Donc, mon parcours avec l'arthrite juvénile, dans le fond, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 3 ans. Donc, ça fait presque 20 ans là, que je navigue à travers les différents traitements pour l'arthrite. Puis, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, c'était plus mes parents là, qui prenaient les décisions par rapport à mes traitements. Fait que j'ai pas beaucoup de souvenirs par rapport à ma jeunesse. Mais depuis, tu sais, au moins 5 6 ans, là, j'ai vraiment plus activement milité là, pour les droits, là, pour justement avoir des approches qui me conviennent et tout. Puis aussi, je suis étudiante en ergothérapie à l'Université de Montréal. Puis dans le fond, c'est ma 4e année. Puis ça m'aide vraiment à justement avoir une approche plus axée sur le partenariat avec les patients. Donc, ça m'aide vraiment à mieux gérer mon arthrite puis à naviguer là, vers les différents traitements. Là. Fait que voilà. Merci, Kelly Maude. Marie-Ève. Bonjour tout le monde, Marie-Ève Gauron. Moi, je suis ici ce soir de la région d'Ottawa. Donc, tout d'abord, je voudrais rendre hommage au territoire traditionnel dont cédé des Algonquins Anishinabek et aux membres de la nation algonquine Anishinabek. Je souhaite aussi souligner tous les Autochtones de la région, toutes les nations du Canada qui ont aussi également élu domicile à Ottawa. Je suis une femme blanche dans la quarantaine, aux yeux et cheveux bruns. Je suis ici comme patiente. Pour moi, le début de l'arthrite, ça fait un peu plus de 15 ans que j'ai la polyarthrite rhumatoïde. Euh, Ça a été rock'n'roll de commencer avec le diagnostic, commencer avec les traitements. La première fois que j'ai vu un spécialiste, le spécialiste m'a dit, ben, t'as pas d'arthrite, puis je vais te le prouver. Le test, c'était un test de densité osseuse. Puis le test est revenu avec quand même assez de dommages au niveau des jointures déjà. Donc, ça a été quelque chose d'intéressant à naviguer de mon côté. Un petit effet peut-être cocasse sur comment je me souviens d'avoir commencé à naviguer dans cette recherche-là de thérapie, puis je me souviens d'avoir pensé quand j'étais plus jeune, je me posais toujours la question, pourquoi les pilules ont toutes des formes et des couleurs différentes? Ben, maintenant que je suis en plein dedans, maintenant je comprends pourquoi les pilules ont des formes et des couleurs différentes, parce que sinon, je ne saurais pas quelle pilule que j'ai déjà pris ou que j'ai pas déjà pris. Et même qu'à un moment donné, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, ma rhumatologue, elle m'avait posé la question, elle me dit, ah, est-ce que tu te souviens tel médicament, quand est-ce qu'on l'a arrêté? Puis la première chose qui m'est venue en tête, c'est la pilule en triangle, ça, hein? Puis là, elle avait juste ri parce que elle va trouver ça bien drôle que ce soit comme ça que je me souvienne du médicament. Mais elle a effectivement dit que c'était la pilule en triangle. Donc, il y a de l'espoir. C'est pas évident, mais il y a de l'espoir à trouver un traitement qui vous convient. Donc, merci. J'adore. Merci, Marie-Ève. Ensuite, Catherine. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Catherine Ivory. Je suis médecin rhumatologue à Ottawa, donc je suis aussi reconnaissante du peuple algonquin. Je travaille aussi souvent à Iqaluit, donc je reconnais le territoire aussi là-haut, puis tout ce que ces gens ont fait et survécu là-haut. Donc, ça continue.
des expériences tous les jours que j'apprends des patients. Donc, j'ai pas une expérience personnelle avec l'arthrite, mais tous les jours le vécu avec les patients, je suis ça avec eux. Et puis, je pense que c'est tout pour moi. Puis, j'attendrai voir les questions, puis j'essaierai d'aider au cours du chemin à répondre le mieux que je peux. Merci beaucoup, Catherine. Et enfin, Karine. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Karine Toupin-April. Donc, je suis ergothérapeute de formation et j'enseigne à l'Université d'Ottawa. Donc, je suis professeure à l'Université d'Ottawa en ergothérapie et en physiothérapie. Et donc, et je fais de la recherche. Donc, je fais de la recherche, c'est ça que je fais en plus, mais aussi, j'ai été diagnostiquée avec l'arthrite rhumatoïde en 2022. Donc, j'ai vu un peu pendant 20 quelques années faire de la recherche en arthrite juvénile et en arthrite adulte. Et je faisais beaucoup de recherches sur la prise de décision partagée, les aides à la décision. Je vais en parler un peu plus tard probablement. Mais finalement, j'ai eu l'arthrite rhumatoïde et là, ben, j'utilise toutes les choses sur lesquelles je faisais de la recherche. Donc, c'est assez drôle de voir les deux rôles différents. Donc, c'est ça. Mhm. Donc, je suis contente d'être là. Merci beaucoup, Karine. Dans cet ordre-là, justement, étudier l'arthrite, puis ensuite avoir un diagnostic, c'est moins habituel, c'est drôle. C'est le fun. Si on passe à la diapo suivante, pour revenir au titre de notre webinaire, que signifie pour vous naviguer avec les traitements, l'ensemble des traitements? Je pense qu'on va encore faire un tour de table pour avoir vos différentes perspectives. Tu sais, on a des personnes qui sont atteintes d'arthrite, on a des personnes qui travaillent dans le domaine de l'arthrite. Fait que, si on y va dans le même ordre que notre affiche, Kelly Maude, pour toi, c'est quoi naviguer avec le traitement? C'est une très bonne question. Ça a longtemps été quelque chose que je refusais un peu de faire parce que j'avais un peu de la misère à accepter mon diagnostic, bien que ça fait longtemps que je l'ai. Mais on dirait qu'arrivé à l'âge adulte, j'avais de la misère à concevoir que, OK, tu sais, j'étudie en santé aussi. Donc, le fait, OK, j'étudie, j'aide des patients, mais moi aussi, je suis un patient. Donc, c'était difficile pour moi d'avoir un double rôle. Donc, comment j'ai fait, dans le fond, justement, en m'intéressant de plus en plus à la santé, c'est là que ça m'a permis de voir qu'il n'y avait pas justement la médication qui existait, il y avait vraiment d'autres options parce que souvent ça a été, puis même avec les rhumatologues que j'ai eus, ça a tout le temps été le traitement en premier lieu, là, de prendre une médication. Mais après ça, je me suis rendu compte que la prise en charge devait être un peu plus globale pour vraiment, justement, quand que je suis pas en période de poussée, par exemple, d'avoir des stratégies qui me permettent quand même de bien réussir dans toutes mes activités. Donc, je vous dirais que maintenant, je suis plus dans une posture d'apprenante. Donc, je pense aussi que le webinaire va beaucoup m'aider à moi-même à explorer d'autres avenues possibles. Mais je vous dirais que ça a été très difficile au début là, de justement savoir quel traitement. Puis on dirait que j'avais beaucoup tendance à poser beaucoup de questions justement à mon rhumatologue ou à différents professionnels pour m'assurer que le traitement me convenait bien puis de faire des essais-erreurs, là. Donc, j'ai eu un long processus pour finalement arriver à quelque chose que je suis plus fière maintenant. Hmm. Merci beaucoup, Kelly Maude. Effectivement, naviguer, hein, on le voit, c'est très imagé, mais oui. Marie-Ève. Ouais, moi, je pense que quand je pense à naviguer, ça veut dire que c'est pas toujours calme, hein. L'eau d'un océan, c'est très rarement calme, miroir. Je pense que la chose que je dirais qui est le plus important pour moi dans mon parcours de navigation, c'est que ça prend un village. C'est pas une seule personne qui peut prendre toutes les décisions, avoir toutes les réponses. Donc, vraiment, pour moi, ce qui a été un point tournant dans mon parcours, c'est vraiment d'avoir une équipe médicale, des professionnels en qui j'ai confiance. Puis ça se construit, une équipe comme ça. Puis votre santé, puis ma santé, nos santé, le mérite d'avoir la meilleure équipe que vous êtes capable d'avoir de votre côté. Parce que, comme je disais tantôt, ça prend un village. Hmm. Euh, pour moi, ça a été quand même un parcours assez typique. On commence avec certaines pilules, donc certains médicaments, et ensuite, à un moment donné, ça ne fonctionne pas, la douleur a continue. Donc, j'ai progressé vers les biologiques, j'en ai essayé plusieurs. Euh,
faut faire confiance au processus. Des fois, c'est pas évident parce qu'on a l'impression qu'on nage à contre-courant, pour continuer dans l'analogie de l'eau. Il faut se donner assez de temps pour voir si le traitement fonctionne, mais pas trop de temps ou il ne faut pas s'acharner pour développer ou aggraver le dommage aux jointures. Fait que c'est vraiment une des raisons pour laquelle l'équipe fait vraiment une grosse différence par rapport au traitement. Moi, j'ai été chanceuse pendant à peu près une décennie. J'ai eu un combo, une combinaison de traitements pharmaceutiques et non pharmaceutiques qui m'a mis presque en rémission. J'ai jamais eu le titre de rémission, mais je pense que c'est assez commun que éventuellement un traitement finit par une quelconque raison de ne plus fonctionner. Moi, ça m'a jeté à terre. Donc, si je peux donner cette information-là à quelqu'un qui ne le savait pas, pour pas que ça les jette à terre comme moi, ça m'a jeté à terre, ce sera une victoire. Parce que la combinaison fonctionne à un moment donné, puis la question scientifique, je vais laisser ça à Catherine, mais à un moment donné, on arrive à un point où moi, j'ai atteint un plateau, les médicaments ont pu fonctionner, et là, on recommence. Puis ça c'est pas évident, ça peut être décourageant, frustrant, mais parce qu'on l'a été en rémission avec moins de douleur, on le sait que ça vaut la peine, fait qu'on continue. Ah, au moins. Oui, c'est vrai, je peux comprendre. Puis après, nos corps changent, hein, Oui. les différentes phases de notre vie, fait que effectivement, tout change. Catherine, ensuite, dans ta pratique médicale, ça signifie quoi pour toi, naviguer les traitements? Ben, je pense que Marie-Ève a bien dit ça, c'est vraiment naviguer puis un océan qui a des fois pas de fin, où on pense qu'on voit la plage, mais c'était juste quelque chose d'autre. Mais c'est pas moi le capitaine. Moi, je dirais que c'est toujours le patient qui dirige où s'en va le bateau. Mais c'est naviguer dans le sens qu'on travaille ensemble pour que le bateau il aille dans la bonne direction. Mais ça peut être des hauts et des bas. On essaie de trouver les bas parce que c'est vrai que comparé à il y a 50 ans, on a tellement plus d'options de traitement qu'il y avait avant. Mais on essaie d'éviter la prednisone pour les effets secondaires, mais des fois on est obligé, puis c'est de naviguer, c'est ça, les bénéfices, les effets secondaires, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire à long terme. Puis des fois on navigue, OK, on veut juste se rendre de A à B, mais des fois c'est aussi un court terme, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite. Donc c'est vraiment naviguer sur un plan à vie, je pense. C'est certain que tous les médecins vont avoir une différente approche avec le patient, mais pour moi, c'est vraiment de mettre le patient comme capitaine, puis voir si on a le même plan de secours, si on veut, pour se rendre à la plage, puis profiter du beau temps. C'est vrai qu'aussi, on a beaucoup plus d'options. Donc, naviguer les options, c'est une discussion avec les patients pour voir ce qu'ils pourraient préférer dans la mode d'administration. Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est une injection ou une perfusion intraveineuse? Tout ça, c'est important. Puis aussi d'apprendre à connaître le ou la patiente parce qu'on va déjà savoir que ce patient-là a beaucoup de difficultés avec les tablettes. Ils sont pas capables de digérer, ils ont mal au ventre. Peut-être qu'on va essayer d'éviter ces options-là. Puis nous, de notre côté, on est supposé de savoir c'est quoi les effets secondaires les plus communs, puis qu'est-ce qui s'en vient en bout de ligne qu'on peut peut-être anticiper, puis peut-être discuter de ça avec les patients, puis voir, ben cette option-là, c'est peut-être pas ce qui est mieux pour toi, puis peut-être qu'on pourrait essayer celle-ci, mais tout en expliquant, comme disait Marie-Ève, que des fois ça va fonctionner, puis on est très content. Et c'est quand même un mystère, mais on pense peut-être que la maladie n'est pas complètement en rémission. Donc, des fois, il peut y avoir comme quelque chose qui brûle à petit feu, puis éventuellement, ça va faire une rechute. Ou bien le médicament fait juste perdre d'effet parce que ça fait longtemps qu'on le prend. Mais c'est quand même un mystère qu'on n'a pas complètement compris. J'ai l'impression que je dis beaucoup de choses, mais sans vraiment savoir où arrêter, là. Mais c'est que c'est naviguer, je pense, à vie. Puis même quand les patients sont en rémission, ils ont pas leur congé de la rhumatologie, on les suit souvent à long terme parce qu'on sait que ils peuvent être en rémission, mais après ça, il va y avoir peut-être une arthrose reliée au dommage ou ils ont encore besoin de ressources pour de support autrement.
Puis c'est malheureux, je dirais que dans la majorité des soins adultes, on n'a pas cette équipe avec l'ergothérapie puis la physio. Donc, même si on sait que ces options-là sont importantes dans la navigation là, de la maladie, c'est pas toujours disponible pour tout le monde. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a de disponible dans notre coin, dans notre ville, qu'est-ce qui pourrait être gratuit ou avec la société d'arthrite, des fois, on va référer pour avoir un petit peu d'ergo, un petit peu de physio pour commencer. Puis ceux qui ont des assurances, ben, ça nous aide, mais on sait qu'il y a des patients qui ont plus de difficultés à accéder à ces soins non pharmaceutiques. Mais on est chanceux aussi. Maintenant, en 2026, il y a beaucoup de choses en ligne qu'on peut faire aussi. On peut diriger les patients à ces aides de décision, mais aussi à faire des exercices, puis d'autres choses qu'ils peuvent faire à la maison qui peuvent être gratuits, que encore là, on ne pouvait pas faire il y a 30 ans. Donc, je pense on arrive à des meilleurs jours pour l'arthrite, mais on n'est pas rendu à une guérison complète dès le diagnostic. Donc, je suis prête à naviguer pendant longtemps avec les patients. Merci beaucoup, Catherine. Karine, pour toi, naviguer les traitements. Oui, donc je dirais que ben, moi, c'est un peu drôle parce que vu que j'ai été chercheur pendant longtemps avant d'avoir l'arthrite, Mhm. j'ai fait beaucoup de recherches sur la prise de décision partagée. Donc, comment prendre les meilleures décisions en matière de santé. Puis ça peut être pour toutes sortes d'objectifs. Fait que ça pourrait être pour, par exemple, l'arthrite, ben, mon arthrite est active, mes articulations font vraiment mal. Il faut peut-être qu'avec le rhumatologue, je réalise qu'il faut vraiment que je prenne un médicament qui va améliorer, qui va rendre la maladie moins active, tu sais. Fait que ça serait comme un objectif. Ou je peux dire, ben, oh non, la maladie, comme est bien contrôlée, tout ça, mais j'ai encore de la douleur, ou j'ai de la fatigue, ou j'ai d'autres symptômes qui viennent une fois de temps en temps. Fait que ça serait pour, par exemple, choisir des traitements pour réduire ces symptômes-là. Je peux avoir aussi pas beaucoup de symptômes, mais ça peut quand même avoir une influence sur la vie de tous les jours. Donc, peut-être que c'est les activités de la vie quotidienne qui sont dures. Tu sais. Moi, j'ai une auto, là, que c'est vraiment impossible d'ouvrir tu sais, la valise. C'est comme, il faut que tu fasses comme ça avec tes doigts. Fait que quand il fait froid, fait que là, je suis comme, OK, ben, je vais mettre mon sac en arrière. Donc, on modifie nos activités. On trouve toutes sortes de façons d'être capable de faire nos activités. Fait que, à tous ces niveaux-là, c'est comme des objectifs. Fait que, pour moi, une des choses qui est plus importante, tu sais, c'est quoi que je veux améliorer, c'est quoi qui est le problème. Et à ce moment-là, je vais essayer de voir, ben, selon l'objectif que je veux, c'est quoi les options de traitement. Fait que je pense que souvent, les patients connaissent pas nécessairement toutes les options potentielles. Tu sais, on a fait de la recherche, puis souvent, ben, les gens vont dire, ben, ah, je connais quelques options, mais je connais pas toutes les options. Puis les gens connaissent pas nécessairement aussi, est-ce que ces options-là fonctionnent? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils sont sécuritaires? Fait que moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment aller avec comme une approche très structurée où tu regardes, c'est quoi que je veux faire comme changement? C'est quoi mon objectif? Après ça, c'est quoi les options de traitement potentielles? Après ça, qu'est-ce que moi je pense sur ces options-là? Comme qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, exemple, peut-être que quelqu'un va vouloir essayer l'acupuncture pour réduire la douleur, mais peut-être que moi, ben, je ne veux pas vraiment faire de l'acupuncture. Peut-être que quelqu'un d'autre va choisir d'avoir des injections de médicaments. Peut-être que moi, je veux pas des injections. Peut-être que je veux quelque chose de différent. Tu sais, donc, toutes nos valeurs, ce qui est important pour nous, ben, ça va vraiment décider quel genre d'option on va choisir. Fait que tout ce que je décris, c'est toute la prise de décision partagée. C'est aller chercher l'information, parler aux professionnels de la santé. Après ça, essayer de déterminer ce qui est important pour nous, comparer les différentes options avec leurs bénéfices, leurs risques, puis à ce moment-là, prendre la meilleure décision pour nous. Tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'en choisissant, maintenant comme patiente, ben, je suis ces étapes-là. Puis à ce moment-là, je suis comme vraiment sûre. Puis des fois, je vais me dire, ah, il me manque de l'information. Comme, il me manque des options. Ou, ah, je connais plein d'options, mais j'ai aucune idée s'ils fonctionnent ou pas. Ou, ah, je connais des options, mais ils ne sont pas vraiment adaptées à moi. Il faut que je trouve quelque chose que moi, je suis capable de suivre. Euh, donc, je pense que ça, c'est comme vraiment important. Fait que pour moi, c'est ça, naviguer le traitement. Puis c'est intéressant comment il y a toujours plus d'options qu'on pense. Il faut aussi aller chercher l'information. Puis les professionnels de la santé peuvent aider. Mais des fois, les professionnels de la santé en connaissent pas tant que ça sur toutes les options. Ils connaissent certaines. Tu sais, ils sont experts dans certaines. Fait que peut-être qu'il faut aller voir des physios, des ergos, des diététiciennes, tu sais, tous ces gens-là qui peuvent nous aider.
Puis je trouve ça intéressant ce que les gens ont dit de naviguer le traitement, puis que c'est comme à long terme. Fait que ce qui marche maintenant, ben, il faut refaire la décision peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 4 ans. C'est toujours comme, il faut toujours regarder comment ça va avec le temps. Fait que c'est ça que je dirais. Mhm. Longue réponse. Merci énormément, Karine. C'est en lien direct avec notre prochaine question. Avant de la lire puis vous donner la parole, merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Roxane, pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager dans le clavardage. C'est super intéressant de vous lire en parallèle. Donc, on peut passer à la prochaine question, puis qui est on va rentrer un peu plus dans le spécifique. Comment les patients peuvent participer activement à ces décisions dont tu parlais, Karine, concernant leur traitement? C'est quoi comme des compétences? C'est quoi des trucs t'as déjà commencé à dire comme, OK, on regarde des objectifs. Mais ensuite, fait que là, on va pas faire un tour de table. Faites-moi signe quand vous avez des choses à ajouter, si vous avez des idées, des éclairs de génie. Ben, Karine, si tu veux continuer sur Ouais, ta lancée, ouais, je peux c'est juste un peu ta commencer. spécialité. Je peux commencer. Ben, peut-être une des choses que je dirais, c'est, tu sais, chaque personne peut décider, eux, comment ils veulent participer dans la prise de décision pour le traitement. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont dire, ben, ah, je veux beaucoup d'informations, donne-moi beaucoup d'informations. Après ça, je vais regarder ça, puis je vais revenir, tu sais. Ou peut-être qu'il y a des gens qui veulent vraiment dire au rhumatologue, ben moi, c'est ça que je veux. Puis moi, j'ai été à mon rhumatologue, puis j'ai dit, ben, ah, il y a une aide à la décision que je veux utiliser, que j'aime beaucoup, qui montre toutes les options. Puis j'ai dit, je veux utiliser ça pour trouver c'est quoi le meilleur traitement pour moi. Fait qu'ensemble, on a utilisé ça. C'est moi qui a vraiment comme mené tu sais, le processus. Mais chaque personne est différente, tu sais. Mais je dirais que il y a beaucoup comme de matériel éducatif en ligne. Tu sais, Catherine le disait, comme des sites web où il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi les aides à la décision. Fait que ça, c'est un autre outil que je pense qui est vraiment super bien. Les aides à la décision, la différence avec le matériel éducatif, c'est que le matériel éducatif va donner de l'information sur des options, alors que les aides à la décision vont donner de l'information sur les différentes options, mais ils vont aussi aider les gens à déterminer ce qui est important pour eux. Donc, quel genre de traitement est-ce que je veux? Est-ce que je veux éviter certains effets secondaires? Est-ce que je veux éviter certaines, comme les injections? Est-ce que je veux éviter, par exemple, de prendre des pilules 2 fois, 3 fois par jour? Est-ce que je veux certains bénéfices, mais pas assez? Tu sais, j'aime mieux avoir quelque chose peut-être un peu plus où je vais avoir moins d'effets secondaires, mais peut-être moins d'efficacité. Donc, tout ça, ça dépend de chaque individu. Fait qu'on a des exemples d'aide à la décision qu'on peut montrer après, là. Puis je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent ajouter d'autres choses, mais je sais qu'on a des exemples d'aide à la décision que je peux montrer après, si vous voulez. Mhm. Ouais, on va voir si vous voulez rebondir les autres panélistes. Marie-Ève? Ouais, moi, je pense que ce qui est vraiment important par rapport à participer activement, c'est le mot actif. C'est votre santé. Si vous y mettez pas le temps, l'effort, l'énergie, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire à votre place. Donc, pour moi, c'est de l'investissement parce que ça vous revient. Tout le temps que vous allez passer à poser des questions, à aller voir votre équipe médicale. Faut être présent, faut poser des questions. Moi, je vais retourner à ce que Catherine a dit tantôt parce que ça m'a pris un bout de temps à comprendre que c'était moi le capitaine en tant que patiente. Parce que j'ai toujours pensé, oui, mais ma rhumatologue ou les autres professionnels avec qui je travaille, mon chirurgien orthopédique, c'est eux autres les spécialistes. Mais non, la personne qui souffre, la personne qui est dans cette situation-là de maladie chronique, c'est moi. Donc, il m'aide à naviguer, il m'aide à trouver des solutions. Mais ultimement, c'est moi qu'il faut que je sois confortable avec la décision. Parce que c'est moi, c'est mon corps, c'est moi qui va continuer à vivre avec la décision qu'on a prise. Donc, vraiment, au niveau, c'est le mot actif dans cette question-là est absolument incontournable. Si on n'y met pas les efforts, ben, malheureusement, c'est nous qui en souffrons. Donc, il faut être son meilleur porte-parole, il faut poser les questions. Euh,
je vais pas rentrer dans une très longue histoire, mais j'ai dû mettre une croix sur mon désir d'être maman parce que j'ai pas osé poser la question à ma rhumatologue. Parce que j'ai pas osé poser la question, qu'est-ce qui arrive après? J'ai pris des médicaments qui ont changé complètement le restant de ma vie. Donc, il y a des conséquences à ne pas être actif et à ne pas poser les bonnes questions. On est poli, on veut pas trop déranger, mais à la fin de la journée, la personne qui vit avec votre maladie, c'est vous. Mhm. Super intéressant, merci beaucoup, Marie-Ève. J'ai envie de parler à Catherine, de poser une sous-question. Tu sais, dans la pratique des rhumatologues, est-ce que c'est répandu de connaître justement ces aides à la décision-là, de les présenter? Parce que moi, évidemment, ça fait 40 ans, plus que 40 ans que j'ai eu mon diagnostic, j'avais 1 an et demi, je comprends, j'étais aucunement impliquée dans ces décisions-là. Mais là, on a fait du chemin. C'est rendu où dans la pratique, l'inclusion de ces aides à la décision-là? Est-ce que ça commence? Est-ce que les patients qui arrivent avec ces outils-là, si on les trouve en ligne, est-ce qu'on va être regardé un peu comme, ben voyons d'où tu sors? C'est une très bonne question. Je dirais que ceux qui sont dans les centres académiques vont peut-être avoir un peu plus de, tu sais, avoir déjà entendu ça, ou les ont vus, ou ils savent où les trouver. Mais peut-être un rhumatologue dans la communauté aura peut-être, je généralise là, mais peut-être ne sera pas aussi au courant. Je dirais qu'aussi, malheureusement, parce qu'il y a une pénurie de rhumatologues, on est tous hyper occupés. Puis je pense que c'est triste, mais souvent on n'a pas le temps d'y penser. Donc là, on revient encore au capitaine. Puis s'ils sont capables de trouver quelque chose, puis de le présenter, puis il faut absolument poser la question parce que on essaie de penser à vous dire tous les effets secondaires, toutes les prises de sang, etc., les rayons X, puis qu'est-ce qu'on... Mais après, on oublie les autres choses qui seront peut-être plus importantes du côté patient. Mais les aides à la décision, il y en a un avec, comment ça s'appelle? La Société canadienne d'arthrite qui a été traduit, donc celle-ci est en anglais et en français. Mais est-ce que je sache une qui est assez compréhensive, qui aurait ergo, massothérapie, tout ça, et tous les médicaments, je pense que ça n'existe pas encore. Donc, c'est encore, je pense, en train de progresser. Mais je dirais que dans la majorité des cas, les rhumatologues, malheureusement, ne le présentent pas comme une option. Peut-être ceux qui sont patients peuvent dire autrement, mais je dirais que même dans ma pratique, je sais que ça existe, mais j'ai pas nécessairement le temps de penser à le donner ou de faire ce pas-là pour que le patient aille faire l'aide à la décision, mais on devrait le faire ou au moins le présenter comme option. Mais les patients aussi, dans ma pratique, si je leur donne certaines options, si on n'a pas besoin de prendre la décision tout de suite, je leur dis, ben, prends ça, fais ta lecture, fais ta recherche, puis on va se reparler, on revient, puis on fait un suivi sur ce qu'on a discuté, puis là, si tu as d'autres questions, on va prendre une décision ensemble. Mais je peux pas dire que tout le monde pratique de la même façon. Mais c'est certain que pour nous, on veut trouver un traitement qui va être aussi facile à prendre. On ne veut pas qu'il y ait des effets secondaires, mais on ne peut pas savoir des fois si ça va se produire ou pas. Et puis si le patient n'a pas vraiment été impliqué dans la décision, puis s'est senti forcé à le faire, on sait que dans les recherches, les patients ne sont pas très bons à prendre leurs médicaments par la suite. Donc, on est mieux de faire l'investissement avant pour que la décision soit faite ensemble, puis il y a plus de chances que ça marche mieux. Mais oui, les aides à la décision, c'est encore pas très commun dans les pratiques, je pense. Je pense que c'est extrêmement le fun qu'on en parle ce soir, qu'on puisse en parler aux gens, puis le plus que les gens vont les utiliser aussi, le plus ça va être intégré à la pratique, fait que c'est génial. Puis c'est justement ça, c'est l'importance de cette décision active partagée. Euh, Karine, je pense que justement, j'ai vu plus loin que tu avais des exemples. Je pense qu'on va prendre quelques Oui, minutes pour aller les présenter, pour que les gens, tu sais, puissent voir un peu ça ressemble à quoi. Puis si tu veux dire aussi, c'est où tu les as pris euh, oui, ou plus continue, loin je pense, oui, c'est plus loin, encore. plus Ouais. loin.
Oui, Ouais. donc ça, c'est un exemple. Donc, en général, il y a des aides à la décision pour certaines conditions, mais pas pour toutes les conditions, parce que ça prend du temps de développer des aides à la décision. Donc, ça prend beaucoup, ça prend toute une équipe qui va aller trouver toutes les données scientifiques, les mettre dans l'aide à la décision, puis après ça, il faut la tenir à jour. Fait que j'ai juste mis des exemples qui existent. Donc, ça, c'est une aide à la décision générique, c'est-à-dire que c'est une aide à la décision de l'hôpital d'Ottawa où ce qu'ils font, c'est que vous mettez la décision que vous avez à prendre, mais ça peut être n'importe quelle décision. Et donc, vous pouvez mettre les options. Donc, vous voyez, vous avez les options de traitement. Vous pouvez mettre les raisons de choisir l'option, les raisons d'éviter l'option, et vous pouvez mettre à quel point c'est important pour vous. Et donc, ça vous aide un peu à penser à, dans le fond, les pour et contre des différentes options que vous regardez. Cette aide à la décision-là, il n'y a pas de données scientifiques dedans. Donc, ça veut dire que, mettons, si vous avez option 1 qui serait exercice ou voir un physio versus faire du yoga, ben vous pourriez mettre les deux options, mais ça serait dans le fond à vous d'aller chercher de l'information sur des sites web qui sont assez, tu sais, qui sont reconnus, où il y aurait des bonnes données scientifiques, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple. Tu peux passer à la prochaine acétate, s'il te plaît, Maria. Donc, ça a comme 2 pages. Donc, c'est juste, ça vous demande, est-ce que vous avez assez de connaissances? Est-ce que vous êtes clair sur ce qui est important pour vous? Donc, c'est vraiment tous les éléments de la prise de décision partagée, de la meilleure façon de prendre des décisions. Après ça, tu peux aller à la prochaine. On a aussi une aide à la décision pour l'arthrite rhumatoïde. Celle-là est juste en anglais. C'est par Jennifer Barton aux États-Unis. C'est basé sur le modèle de la clinique de Mayo Clinic. Ici, on a par exemple, il y a différents, ici, ça compare différents médicaments pour l'arthrite rhumatoïde. Et ça donne les données sur les considérations. Donc, exemple, est-ce qu'on peut boire de l'alcool? Est-ce qu'on peut essayer de tomber enceinte? Avec quelques types de médicaments. Donc, je pense qu'il y a sulfasalazine, on ne le voit pas très clairement, sulfasalazine, hydroxychloroquine, méthotrexate. Donc, il y a des exemples. Il y a les coûts, mais ça, c'est aux États-Unis. Il y a est-ce que ça va être rapidement, est-ce que ça va avoir un effet rapidement? Puis il y a d'autres qui sont how often, donc combien de fois par jour, par semaine, par mois on le prend. Bon, ça montre aussi, on voit est-ce que c'est par injection, par infusion. Ça montre aussi les effets secondaires. Donc, vous pouvez comparer les effets secondaires, par exemple, des 4 médicaments. Fait que moi, c'est ça que j'ai amené à mon rhumatologue parce que j'ai dit, OK, je veux voir la différence entre les 4. Fait que moi, je m'étais dit, ben, je vais commencer par celles qui ont moins d'effets secondaires et celles qui sont le plus adaptées à mon style de vie, à ce que je veux. C'est comme ça qu'on a pris la décision. Fait que ça, c'est un exemple. On a aussi le prochain. Donc, il y a le même pour ça en arthrite juvénile aussi qui existe, mais qui est en train d'être modifié. Celui-là, c'est une aide à la décision en arthrose. C'est juste un exemple que j'ai trouvé en ligne où il y a plein d'options de traitement. Puis ça vous donne, est-ce qu'ils sont efficaces? Et donc, à gauche, c'est est-ce qu'ils sont efficaces? Ça vous donne comme des visages de combien de pourcentage des gens s'améliorent. Et à droite, vous avez, ben, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a, tu sais, puis il donne toutes sortes d'autres commentaires. Donc, c'est juste pour vous donner des exemples. Donc, euh, il y a un site de l'hôpital d'Ottawa où vous pouvez aller voir, il y a des aides à la décision. Vous pouvez mettre votre condition de santé puis voir s'il y en a une qui existe. Des fois, il n'y en a pas. Mais moi, des fois, ce que j'aime faire, c'est comme si vous faites c'est Decision Aid and Rheumatoid Arthritis, ben, vous allez peut-être voir plusieurs options. Fait que ça peut vous donner des idées. Merci beaucoup, Karine. Puis c'est ça, on voit celui générique aussi, qui est comme un bon point de départ, effectivement. Puis au fur et à mesure, tu sais, que les autres seront traduites en français, les gens pourront plus les utiliser. Merci. Donc on peut revenir à Laurie. Ah, enlever le PowerPoint. Fait que j'ai plus la prochaine question. Attends, je l'ai ici. OK, ben, pour poursuivre la décision pendant qu'on revient avec notre PowerPoint, c'est quoi les conseils que vous donneriez à une personne qui se sent dépassée par les décisions liées à son traitement? On en a parlé, hein, c'est de la frustration, c'est des surprises qu'on n'attendait pas, etc. Fait que, tu sais, c'est quoi les conseils selon vous? J'attends vos petits signes de j'ai une éclair de génie.
Ouais, dans le chat, Je veux Karine juste a mis. deux choses. OK. C'est pas moi qui dois prendre le médicament, mais je sais des fois, c'est juste d'arrêter puis dire, vous poser la question, c'est qu'est-ce que c'est spécifiquement qui vous dépasse? Puis juste essayer de voir Mhm. c'est quoi c'est la racine, c'est quoi le problème. Si c'est tout, ben là, il faut vraiment faire arranger ça de façon plus complète. Mais des fois, c'est juste de déconstruire un peu le problème, puis de retrouver à la base, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ici, puis juste simplifier la décision ou le problème. Pas que c'est toujours simple, mais le but, c'est pas vraiment de décourager quelqu'un, c'est juste, comme on dit, travailler ensemble. Mais Mm. en tant que médecin, moi, je dis, c'est d'appeler votre médecin, appeler votre équipe. Il faut en discuter parce que si, comme Marie dit, si on dit rien ou si on oublie de poser la question, nous, on continue. On a un autre patient à suivre. Alors, c'est pas pour qu'on vous aime pas puis qu'on pense pas à vous, c'est que on a une charge à suivre. Puis vous êtes tout seul dans votre coin, mais c'est pas parce que vous êtes tout seul, c'est que faut juste tendre la main. Puis si vous avez un bon médecin, ils vont prendre la main puis ils vont vous guider un peu plus. Mais alors moi, je dirais juste d'être le capitaine puis de prendre le sifflet et dire oh hop, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'on peut peut-être se rencontrer pour en discuter un peu plus? Puis s'il y avait 10 000 rhumatologues, vous pouvez en choisir un autre. Mais pour l'instant, il n'y en a pas assez. Merci. C'est vrai. C'est vrai que des fois, tu sais, juste nommer les choses, là, c'est vraiment le début de la solution. Kelly Maud, tu voulais ajouter quelque chose? Un peu dans le même sens que Catherine, tu sais, j'ai l'impression que justement c'est facile, c'est très facile de devenir rapidement envahi par justement toutes les décisions qu'on a à prendre. Fait que des fois, juste de un petit peu ralentir, un peu comme Catherine le disait, de ralentir, puis d'y aller comme une journée à la fois, puis même de décortiquer un peu les différents traitements sans nécessairement prendre une décision, mais de voir, OK, présentement, je prends tel médicament, c'est quoi les bienfaits que j'ai, parce que souvent, on a tendance à voir surtout les effets négatifs ou dans les mauvaises journées, on a tendance à plus s'apitoyer puis à se sentir plus dépassé. Fait que d'un peu revenir à la base. Puis c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, parce que moi aussi, ça m'arrive des jours où j'ai le goût de Mm. lancer mon ordinateur très loin parce que j'ai de la misère à écrire, parce que j'ai des douleurs. Mais des fois, juste de prendre conscience que, OK, en ce moment, je suis en train de faire tout ce que j'ai en mon pouvoir pour justement gérer mon arthrite. Des fois, ces petites tapes dans le dos, là, ou tu sais, sur les épaules, ça permet de relativiser puis de se calmer un peu puis de se recentrer un peu sur notre but, là, un peu comme Karine le mentionnait tantôt. Mhm. Excellent. Oui, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut aller à la prochaine question, à moins que des gens veulent. Parfait. Donc, quelles ressources existent pour en savoir plus sur les approches pour prendre en charge l'arthrite, les symptômes? Je pense que plus le volet, on a beaucoup parlé des aides à la décision, peut-être le volet plus éducatif. Donc, c'est où qu'on peut chercher si on vient de recevoir un diagnostic, mais même si on a des nouveaux symptômes, des trucs qui fonctionnent moins, une grosse décision à prendre, mais où est-ce qu'on cherche? Sur Google. Les gens vont Marie. dire, il y a beaucoup de recherches maintenant sur l'intelligence Ah artificielle. mon Dieu. C'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qui est vrai puis pas vrai. Puis je sais pas qu'est-ce que les autres ont utilisé pour avoir de l'information, là. Euh, Hmm, Moi, je sais qu'une des choses que je dirais, c'est, tu sais, les sites web comme la Société de l'arthrite. hmm. Il y a plusieurs sites web. Je sais aussi, Catherine, pour les médecins utilisent souvent certains sites aussi, tu sais, où il y a peut-être plus d'informations sur certains Hmm. traitements. Il y a aussi le programme de la Société de l'arthrite. Je pense que Catherine l'a mentionné avant, mais ça, c'est pas partout. C'est juste, je pense, en Ontario puis en Colombie-Britannique, où il y a des Ah programmes où ils vont donner de l'information aussi. oui, je sais qu'ils font des informations pour les patients. Il y a le site web, comme vous avez dit, pour la Société canadienne de l'arthrite. Je pense que c'est plus ciblé aux rhumatologues, aux patients. Donc, je pense pas que ça serait utile. Je sais, dépendant du genre d'arthrite que vous avez, nous, on a des fois des ressources en orthopédie pour l'arthrose. Je fais beaucoup de lupus, donc il y a la Lupus Ontario, Lupus Canada. Eux, ils ont des ressources, malheureusement pas toujours en français, mais c'est des ressources qui sont bien.
bien déligné, puis c'est toujours de l'information qui est à jour. Euh, je pense pour nous, c'est que si la recherche avance des fois plus vite que ce qu'on peut suivre. Donc, si quelqu'un a vu quelque chose aussi, ils peuvent toujours le présenter au rhumatologue pour dire, hey, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Parce que des fois, on a des questions sur des perfusions de traitements qui sont pas couverts, puis donc, des fois c'est bien d'en discuter, des fois ça va aider, des fois ça aide pas. Mais les approches autrement, je pense que pour nous, à l'hôpital, c'est souvent avec la Société d'arthrite où on va se jumeler. Euh, Parce que pour les patients, c'est notre ressource. Dans le reste du Canada, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, Karine, comme tu dis, mais c'est malheureux de ne pas avoir ces sociétés-là parce qu'ils travaillent très fort puis ils ont un support exceptionnel pour les patients. Mhm. Euh, je sais que pendant un bout de temps, on avait des webinaires aussi, puis d'autres sessions pour les patients le soir, mais depuis la pandémie, ça a comme arrêté. Ça serait à voir s'il y aurait intérêt à refaire ça pour les patients le soir. Mhm. Oui, je pense que pour moi, c'est la société d'arthrite où je Mhm. réfère les patients. C'est vrai, Est-ce est-ce que c'est, Ruminfo est... Parce que moi, j'ai déjà reçu Ruminfo. C'est peut-être un ouais. peu compliqué des fois. Roominfo, c'est bon pour les médicaments. Il n'y a pas grand-chose sur l'ergo, puis les exercices, puis la diète. Puis même pour les médicaments, c'est pas mal fait, mais des fois, je préfère que ce soit moi qui décris que de donner une feuille qui, après ça, les gens ont plus de questions. C'est marqué cancer, puis tout le monde s'inquiète. Mais c'est pas un mauvais site, mais c'est pas le meilleur dépendant du patient. Parce qu'il faut aussi savoir à qui tu parles. Ça dépend du Mm. patient. Peut-être c'est mieux que ça vienne du rhumatologue que sur une feuille papier. Mais ils peuvent toujours y référer après. Mais je pense que cette discussion devrait être faite avec le médecin. Mhm. Ouais, puis je vois que même faux, c'est en français aussi. Donc, C'est comme en c'est lycée, une. je pense. Mm. Fait que oui, fait que effectivement, la Société de l'arthrite, qui ont leurs ressources validées et traduites aussi. Laurie, elle a mis dans le chat que l'Alliance canadienne des arthritiques travaille à traduire ces ressources. Donc, peu à peu, il y en a qui vont s'ajouter. Puis je pense que à retenir, c'est vraiment, tu sais, on prend de l'information, on essaye de rechercher des sources qui sont validées, puis après on en parle à notre médecin pour voir, tu sais, est-ce que c'est des bonnes informations? Est-ce que ça s'applique à mon cas? Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux rajouter, des choses comme ça? Fait que je pense que c'est des choses à retenir, Karine. Oui, ben, je voulais juste ajouter que, tu sais, chaque personne individuellement, on a tout comme, tu sais, il y en a qui vont peut-être aller voir dans la littérature scientifique, tu sais, fait que moi, je trouve que des fois, des mots-clés, tu sais, fait que moi, je sais que, comme chercheur, mais comme patiente, des fois, je veux savoir, comme, qu'est-ce qui est recommandé en général, mettons, pour l'arthrite rhumatoïde ou pour l'arthrose par les experts. Fait que pour savoir ça, ben, une des choses, ça peut être ligne directrice. Fait que si on fait Mm. comme guidelines, rheumatoid arthritis ou tu sais, ligne directrice, arthrite rhumatoïde, ben, dans Google ou tout ça, ben, ça peut sortir des associations que eux ils ont développé des lignes directrices. Mais le seul problème avec ça, c'est que ça dit ce que les experts disent qui est bon, mais ça ne veut pas dire nécessairement que pour toi, c'est la meilleure chose. Fait que, mais moi, ce que j'aime, c'est que ça me dit, OK, est-ce que c'est comme, oh, ils disent non, prenez pas ça, c'est dangereux. Ben là, au moins, ça va être marqué, ça, c'est dangereux. Souvent, ils ont comme des résumés simples pour les patients. Mais c'est pas souvent en français, je pense. Tu sais, je regarde maintenant, il y en a, par exemple, aux États-Unis, ils en ont fait plusieurs sur les traitements non pharmacologiques, mais c'est tout en anglais, c'est pas en français. Mais ça donne comme une idée de telle chose peut être utilisée, telle autre chose est dangereuse, mettons. C'est vrai. Puis avec des outils comme Google Traduction, des choses comme ça, on peut quand même avoir une idée. Puis après, évidemment, il ne faut pas oublier d'aller vérifier avec son médecin. OK, j'ai lu ça, est-ce que je comprends bien? Mais Karine, tu es encore super bien à notre PowerPoint parce que prochaine question, c'est euh, c'est quoi les lignes directrices thérapeutiques actuelles pour l'arthrite?
y compris pour l'arthrite rhumatoïde. À quoi ça peut servir, comment on peut les utiliser pour mieux comprendre ces options-là. Catherine, veux-tu y aller? Puis je ne sais pas si les patients aussi ont regardé des lignes directrices ou non, tu sais. Oui. Euh, c'est ça, les lignes directrices, c'est ça, c'est vraiment supposé d'un un guide, c'est pas une bible, c'est pas engravé dans le ciment, ça peut changer, puis ils doivent être renouvelés ou faire un update souvent à tous les 2, 3 ans. Ça met des heures de travail à faire, mais comme Karine dit, c'est d'après les experts ou la recherche. Puis la recherche, souvent, qui est dans ces lignes directives, c'est des essais randomisés contrôlés. Puis s'il n'y a pas des études à ce niveau-là, ça va être tout ce qui a été une composition d'études qui nous disent que ça c'est mieux ou pas mieux. Donc, malheureusement pour nous au Canada, souvent ce qui arrive, c'est quand il y a un nouveau médicament qui est sur le marché, ils vont regarder les essais randomisés puis ils vont dire, OK, ben, on va mettre celui-là, mais il faut avoir fait X, Y, Z d'après les recommandations des lignes directives. Donc, c'est souvent pourquoi on est obligé de commencer avec le méthotrexate. On est obligé de passer à travers le sulfasalazine, le furamide, puis faire une échelle de tous ces médicaments-là avant d'arriver au biologique. Souvent, c'est à cause de ces lignes directrices-là. Ça veut pas dire qu'ils sont pas des bonnes ressources, mais je pense que ça peut aider aussi pour le patient de savoir mais pourquoi le médecin me donne toute cette cochonnerie quand les autres personnes en ligne ou sur mon groupe de Facebook, eux sont sur des bons médicaments qui fonctionnent hyper bien. Puis moi, je suis pris avec ce méthotrexate. Mais c'est parce que des fois, on est obligé de commencer par cet escalier-là. On commence en bas, puis on augmente d'après les lignes directrices. Puis souvent, c'est ça aussi qui va nous permettre d'avoir accès aux autres médicaments. Euh, les lignes directrices sont aussi pour essayer de comme normaliser ce que les gens font pour que tu sais que tu voyages ailleurs dans le monde, tout le monde fait la même chose plus ou moins. Puis c'est ça l'idée, c'est de savoir que ce que tu sois en Europe, aux États-Unis, au Canada, les traitements sont très semblables, on espère, puis que les gens suivent plus ou moins les mêmes lignes directives, donc que tu sais t'es pas en train de recevoir un traitement pourri parce que tu habites au Canada. On est chanceux ici, mais c'est certain que ça peut être difficile à suivre. Puis dans ces lignes directives, ils vont aussi avoir des recommandations sur les autres traitements non pharmaceutiques, mais souvent il y a moins d'études spécifiques à ça, donc ça va être d'après leur expertise. Donc il y en a pour en Europe, ils ont des lignes directives. Il y en a pour les États-Unis, puis on a nos propres lignes directives au Canada. Donc, souvent, on adopte ce qui a déjà été fait en Europe et aux États-Unis, mais on l'adopte pour que ça reflète ce que nous, on a disponible au Canada, puis que notre système de santé fonctionne. Donc, c'est certain que des fois, si les patients ont des amis aux États-Unis ou une famille en France, que ça va pas être exactement pareil. Les lignes directives sont semblables, mais l'accès aux médicaments puis l'accès aux services n'est pas pareil partout. Mais je pense que c'est ça que je dirais. C'est vraiment ciblé pour le rhumatologue, mais des fois, quand le patient connaît ces lignes directives-là, ils vont savoir ben, où est-ce qu'on s'en va, c'est pourquoi qu'on prend ces décisions-là. Oui, la Société canadienne de rhumatologie en publie. Puis certaines sont traduites là, quand même. Donc, et c'est là, c'est dans le fond un groupe d'experts qui vont se réunir puis ils vont faire comme, OK, on regarde tout ce qui se fait là, sur un traitement, puis on va recommander, tu sais, dans cette situation-là. Fait que c'est super intéressant à les lire. Puis ça donne aussi une petite évaluation de où en est la science, je pense, par rapport à des traitements, différentes options de traitement. On n'aura pas le temps, mais dans le PowerPoint plus bas, j'imagine qu'on va peut-être rendre le PowerPoint disponible, là. On a aussi des exemples de lignes directrices. Le temps file, mais j'ai un petit peu envie de faire une dernière question. Euh, Dans le fond, peut-être pour parler des options non thérapeutiques, non pharmacologiques, puis je vais peut-être en priorité demander à Kelly Maud et Marie-Ève je sais pas, voulez-vous nous partager des trucs non pharmacologiques qui vous ont aidé dans la prise en charge de votre arthrite? Oui. Marie-Ève? Ben, on en a parlé un petit peu, là. Il y a la massothérapie, physiothérapie,
Mais je pense que moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est de ne pas exclure la psychothérapie aussi là-dedans. D'apprendre à vivre avec une maladie chronique, le deuil de la personne qu'on était avant, pour les personnes qui n'ont pas de l'arthrite juvénile depuis de très jeune âge. Mais pour moi, j'ai été diagnostiquée à 29 ans. J'avais des plans, je voulais être maman, j'avais un plan de vie, je pensais que je savais où est-ce que la vie allait m'emmener. Il a fallu que je repense puis que je change complètement euh, qui je suis, comment je vis. Mais je pense aussi, puis ça, c'est une des choses que explorer ces choses-là, ayez pas peur. Peut-être c'est la nutrition qui va vous aider. Donc, ayez pas peur, l'acupuncture, essayez. Si ça fonctionne pas, on arrête. Mais il faut quand même se donner une chance d'essayer les choses. Puis, Mhm. quand je pense à mon parcours, c'est vraiment important parce que oui, c'est difficile, oui, c'est long, ça peut être frustrant, mais la maladie, puis comment j'ai navigué la maladie, m'a donné aussi quelque chose que j'aurais pas eu si j'avais pas été malade. J'ai Mhm. plus d'empathie. Je vois la vie ou je vis ma vie d'une façon complètement différente à cause de ça. J'ai une curiosité sans fin. Puis vraiment, pour moi, c'est de reconnaître les petites victoires. Mhm. Des fois, là, Wow. comme je suis tellement contente que j'ai été capable de vider le lave-vaisselle. Il n'y a pas personne qui devrait être aussi content d'être capable de vider un lave-vaisselle. Mais il y a des journées où je ne serais pas capable de vider le lave-vaisselle. Mhm. Donc, ces petites choses-là, les petites victoires, les bonnes décisions, il faut les célébrer aussi parce que si on reste sur la difficulté, c'est trop lourd. Donc, il y a de l'espoir. Explorez, je pense que, puis faites-vous confiance. Excellent. Merci. Kelly Maud? Oui, ben un peu dans le même sens là, que Marie-Ève. Si j'avais un conseil à vous donner pour naviguer à travers des traitements non pharmacologiques, moi j'ai beaucoup réalisé qu'il y a certaines choses comme par exemple moi le stress fait vraiment en sorte que ma maladie explose, là, j'ai vraiment des grosses poussées. Fait que de trouver des façons qui peuvent permettre de gérer ces petits symptômes-là. Fait que donc, par exemple, comme un peu Marie va mentionner, la psychothérapie ou, tu sais, moi, l'acupuncture aussi me faisait beaucoup de bien là, pour gérer mon anxiété. Fait que ça pourrait être des petits trucs que je pourrais donner. Puis c'est sûr que je suis un peu vendue à l'ergothérapie parce que j'étudie dans ce domaine-là, mais sincèrement, en apprenant les différents éléments, là, ouais, mais Karine, tu peux me comprendre en apprenant, comme en décortiquant justement l'arthrite par rapport à l'aérothérapie, tu sais, on a eu beaucoup de cours là-dessus. Puis j'ai découvert que vraiment l'autogestion de la maladie prenait vraiment une très grande place, surtout pour les maladies rhumatismales où, comme on a mentionné tantôt, on est un peu laissé à nous-mêmes. Puis la maladie nous suit tout au long de notre vie. Fait que peu importe dans quelle équipe de soins on est, ben, la maladie va nous suivre. Fait que c'est à nous un peu de la gérer comme on veut. Fait que tous les principes pour conserver notre énergie, pour protéger les articulations, là, c'est des termes assez poussés, là, mais c'est des trucs qu'on peut justement voir dans les lignes directrices, par exemple en ergothérapie et tout. Mais moi, ça m'a vraiment aidé à mieux gérer d'une façon plus globale, puis à me concentrer vraiment sur, tu sais, Karine l'a mentionné un peu, mais sur les objectifs que je veux faire. Donc, tu sais, moi, mon objectif, c'est d'aller à l'école. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour être capable, par exemple, de prendre des notes de manière efficace dans mon cours? Fait que là, j'ai décortiqué ça pour être capable de le faire. Donc, c'est vraiment de décortiquer puis de voir un peu avec nos objectifs parce que, un peu comme Marielle l'a mentionné tantôt, tu sais, la maladie nous définit pas, c'est pas ça. Tu sais, on est une personne avant d'être l'arthrite. Donc, c'est vraiment de s'assurer que l'arthrite n'a pas le contrôle de notre vie, mais que nous, on peut reprendre le contrôle à ce moment-là. Wow, merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir passé cette petite question avant la toute fin. C'est déjà, ça fait déjà une heure qu'on discute ensemble, donc c'est passé super vite. Mais merci énormément à nos panélistes d'avoir pris part à ce premier panel en français et j'espère que les participants vous avez apprécié. N'hésitez pas à écrire à l'Alliance pour donner vos commentaires, puis j'espère qu'on va recommencer l'exercice pour d'autres sujets parce qu'il y avait encore plus de questions. Je vous souhaite une super belle soirée et abonnez-vous à l'infolettre de l'Alliance canadienne des arthritiques pour suivre les informations qui sont aussi sur Facebook. Fait que vous pouvez les suivre là aussi. Et merci tout le monde. Passez une très belle soirée.